Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Pour se reconstruire d'une épreuve, il faut la comprendre, mettre les mots, trouver des outils et un cadre qui nous permettent de l'intégrer à notre histoire et à notre quotidien. C'est pourquoi je reçois des experts et expertes qui viennent aborder le concept de finitude et de deuil à mes côtés. Ressources thérapeutiques, outils de connaissance de soi, concepts théoriques ou philosophiques, ces interviews ont pour but d'apporter un regard nouveau sur la mort. À travers ces partages, j'aspire à pouvoir démystifier le deuil sous toutes ses formes et vous fournir les moyens de faire preuve de résilience pour vous reconstruire. Tout de suite, place à notre expert. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Noémie qui est pour moi vraiment comme une consoeur et une collègue d'une certaine manière, même si on ne s'est pas encore rencontrés dans la vraie vie, peut-être que ça arrivera un jour. Noémie, merci pour ta confiance et puis je te laisse te présenter. Merci à toi, je suis très contente du coup qu'on puisse faire ça aujourd'hui et puis je doute pas qu'un jour on réussisse à se voir dans la matière du coup. Moi je suis ce qu'on appelle une doula de fin de vie et une doula de deuil qui est un terme finalement assez peu connu. On connaît beaucoup les doulas de naissance, un peu moins les doulas de fin de vie, mais c'est vrai que moi j'avais à cœur d'accompagner plus ces moments-là de vie, plus la fin que le début. Donc c'est quelque chose que je fais depuis un petit moment déjà, qui m'apporte beaucoup et que je joins à une casquette de naturopathe parce que ça me permet d'avoir des outils qui vont permettre justement aux personnes, autant les personnes d'ailleurs en fin de vie que les personnes en deuil, que les aidants, d'avoir un soutien physique et émotionnel au-delà de juste ma personne, d'avoir aussi des outils un peu plus concrets du coup, surtout physiquement d'ailleurs. Merci pour cette jolie présentation et justement on va aborder le sujet de la fin de vie bien entendu. Tu parlais justement de doula de fin de vie, on parle aussi parfois de Thanadoula et c'est vrai que moi qui suis dans ce milieu-là, je sais, mais je pense qu'il y a plein de personnes qui savent pas et que c'est un métier qui est encore inconnu et qui mérite, je pense clairement à être connu et qui répond à un besoin, un côté vraiment humain, je pense qu'il est vraiment important pour les êtres humains tout court. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus que le teaser que tu nous as fait juste avant? Moi, je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir c'est un moment qu'on va tous traverser à un moment donné, en sachant que ça n'est pas triste pour moi de verbaliser ça comme ça. C'est un état de fait. A priori, la finitude sera la même pour tous. Donc, je pense que c'est important de savoir qu'il y a des solutions pour faire en sorte que ce soit un moment qui fasse moins peur. Et je crois que au-delà de ça, moi dernièrement, ça a été assez fou parce que on m'a posé cette question de me dire du coup, si tu accompagnes la fin de vie, ça veut dire que tu accompagnes tout le monde. Et ça a fait vachement sens parce qu'effectivement, même quelqu'un qui est en bonne santé, indirectement est en fin de vie quand même, dans le sens où de toute façon, à un moment donné, il y aura une histoire de mort quelque part qui va venir se greffer. Ouais, et puis chaque jour, on va plus vers la fin que vers le début, quoi. A priori, c'est on ça. va pas en arrière. À moins d'avoir une baguette magique, je pense que le chemin pour ça, il est quand même assez cohérent. Donc, je crois que ça aide beaucoup. Une fois qu'on a posé des mots, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus serein qui s'installe. Ça permet de vivre le reste de sa vie en étant plus tranquille, autant si on a des inquiétudes, parce que du coup, forcément, ça lève le voile sur quand même pas mal de choses, même si c'est du pratico-pratique, sur le corps, sur les choses la crémation, sur toutes ces choses-là. Donc, ça aide. Et puis, ça aide aussi de savoir que on peut décider, entre guillemets, de qu'est-ce qu'on veut comme cérémonie. Des fois, c'est des détails. Moi, j'ai des gens qui viennent en consultation, mais peut-être tu connais aussi ces inquiétudes-là, mine de rien, sur le deuil ou sur la fin de vie, de qu'est-ce qu'on fait une fois que son proche est décédé, comment on organise les choses. Donc, ça aide beaucoup de pouvoir poser ces choses-là. Il y a quelque chose de vraiment beaucoup plus doux. Et puis, sur la fin de vie, c'est un peu pareil. On est... très souvent, on n'a pas le même corps, on n'a pas la même odeur, on n'a pas la même texture, on n'a pas la même couleur non plus. Et souvent, on n'est pas très à l'aise avec le fait de toucher une personne en fin de vie. À l'inverse, la personne en fin de vie, alors pas toujours, parce que les récepteurs sensitifs sont quand même plus affûtés, donc ça arrive que ce soit source d'inconfort, mais ça arrive aussi que les personnes, elles aient besoin d'un contact physique, du coup. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter
toutes ces nuances-là pour faire en sorte que le moment soit doux. Tu l'as répété plusieurs fois, ce mot. Ouais, c'est un mot la qui... douceur. Et c'est ce que j'allais dire, je pense que c'est quelque chose qu'on a en commun, et même sur les réseaux, tu l'apportes avec beaucoup de douceur, de bienveillance, même si pour moi, elle va de soi, c'est un terme, je trouve, qui te représente aussi, et avec un sourire, pas avec de l'humour forcément, mais avec un sourire et avec de la joie. Et je sais que moi, c'est aussi ce que je fais, mais parfois c'est pas choqué dans le sens, les gens sont en colère ou quoi, mais d'avoir ce contraste entre ce que les gens et la société peuvent en penser et ce qu'on essaye d'amener. Et c'est pour ça que j'avais à cœur de pouvoir le partager avec toi, cet épisode, parce que même là, quand tu me regardes, t'as un grand smile. Même si les gens n'auront que l'autre jour, moi, je t'ai en face de moi. Et je trouve ça justement génial de pouvoir partager cette approche commune. Et en plus de ça, toi aussi, tu vois le deuil au sens large. C'est-à-dire tout ce qui va être aussi décès, déménagement, licenciement, burn-out, maladie. Enfin, tout ce qui a un avant et un après. C'est vrai que quand on... Fin de cycle. Ouais, c'est ça, quand on en discutait... Toutes les fins de cycle sont... Ensemble, il y avait ces notions où tous ces deuils, ça cache un deuil de soi, et c'était quelque chose aussi qu'on voulait aborder. Pour toi, un peu, c'est quoi le deuil de soi? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens? D'autant que quand même, le deuil de soi, c'est... Enfin, autant le deuil d'une personne, on n'est pas nécessaire... Je connais des personnes, par exemple, qui n'ont pas traversé de deuil au sens propre. Y en a, bon, j'en connais pas beaucoup, hein, ça devient un phénomène quand même assez rare, on va dire, mais ça arrive qu'il y ait des personnes qui, leur famille est là, enfin je veux dire, ils n'ont pas connu la perte d'un proche. Par contre, le deuil de soi, je crois que ça c'est inévitable, parce que ça va se matérialiser même sur un déménagement, par exemple, ou un changement de boulot. Ou l'idée c'est vraiment juste d'accueillir qu'on est en mouvement perpétuel et que donc tout ce qui va composer notre existence est fait de début et de fin, et donc inévitablement il y a une version de soi au début de la situation et une version de soi à la fin de cette situation. Et parfois on s'en rend pas compte parce que c'est une évolution qui est faite, qui est ok, on se sent bien, et la variation, le changement n'est pas flagrant, donc c'est ok. Et parfois c'est des situations où on va pas dire que c'est un changement de caractère, mais il y a vraiment une vision de la vie qui est pas la même, un ressenti qui est pas le même, et donc une part de soi, finalement un peu comme un serpent, il y a une histoire de mue, quoi, quelque part, une peau qui tombe, et une autre qui est là, et c'est ok, et c'est ce qui fait qu'on évolue tous et qu'on grandit malgré tout avec toutes les épreuves qu'on peut traverser. C'est ce que j'allais dire, rien que le fait de grandir en soi, c'est aussi un deuil. Enfin, l'enfance, l'adolescence, je pense aux premières règles aussi pour les filles. Ouais. Enfin, c'est vraiment des... On met pas ce mot-là, mais pour moi, c'est réellement des morts symboliques de il y a un avant et un après. C'est ça. Et je pense qu'en tant que femme, on se souvient tous de ce moment où on a eu nos règles, et que la plupart, selon comment on avait été éduqués ou non là-dessus, un peu en panique, quoi. Qu'est-ce que je fais de ce truc, quoi? Ouais, c'est ça. Et ça en fait aussi partie. Et pourtant, on poserait pas forcément le mot de deuil de base dans le langage courant, on va dire. Alors que tu vois, j'ai eu deux, j'ai tendance à avoir des conversations quand même en règle générale qui sont tournées vers ça, mais qui poussent un peu la réflexion. Là, dernièrement, c'est une femme qui a fait le parallèle, et j'ai trouvé ça très juste, sur justement passer de l'adolescence à l'âge adulte, passer, on va dire, en tout cas si on grossit le truc, de l'enfant à l'adulte, où quelque part on n'a pas envie, parce que c'est un monde qui est complètement différent, et donc il faut faire le deuil de l'innocence, il faut faire le deuil de toutes ces choses qu'on peut faire quand on est enfant, qu'on peut toujours faire adulte, mais c'est un peu plus différemment. Voilà, c'est un peu plus difficile. Et j'ai trouvé ça assez fou. Le terme de deuil a été utilisé dans le cadre du cycle de la femme. Et ça, vraiment, ça m'a beaucoup marqué, parce que l'idée, c'était de faire le parallèle sur les émotions qu'on peut ressentir quand on a ses règles. Donc, il y a très souvent un peu de déni sur cette espèce de latence de on les a pas, on sait pas trop, on est toujours un peu sur le qui-vive pendant 24 à 48 heures, et on n'est pas hyper d'accord quand elles arrivent, alors que c'est un état de fait, elles sont là tous les mois, donc on peut pas changer ça. Et on a de la tristesse et on a de la colère à un moment donné, jusqu'à ce qu'on arrive au bout de 2-3 jours par ce truc de oui, tu as ton cycle, tous les mois c'est pareil, ça va bien se passer. Et finalement, c'est très en lien avec la nidification du corps. Et j'ai trouvé ça fou, c'est-à-dire c'est comme si tous les mois le corps fait le deuil de la nidification qui ne prend pas. Parce qu'évidemment, si tu as tes règles, c'est qu'a priori, il se passe rien d'autre. Et je trouve ça, tout est comme ça en fait. Je trouve ça fou. Dans une journée, tout est petite mort quelque part.
Ouais, dans une journée, dans une année, un Ouais, c'est ça. anniversaire, enfin, tout est... Et je pense que si les gens réussissaient à avoir cette version-là, tu parlais de douceur tout à l'heure, je trouve ça beaucoup plus doux. Et moi, je dis souvent, j'ai déjà dit dans des épisodes, mais tous les soirs, je vais me coucher en me disant, ok, je peux ne pas me réveiller, c'est une réalité. Je peux même parfois ne pas aller me coucher s'il m'arrive un truc dans la journée. Mais quand je vais me coucher, j'essaye de me dire, ok, franchement, fais chier si je me lève pas demain parce que la vie, elle est cool et il y a encore plein de trucs que j'aimerais faire. Mais si ça doit être mon moment, je suis en paix et puis, voilà, j'aurais pas de regrets. Ouais. J'aurais juste une amertume en me disant, oh, ça aurait été cool quand même de continuer l'aventure. On a éteint ma flamme là, comme à Koh-Lanta. Franchement, un peu déçu, quoi. Mais juste de la déception. Et je pense que c'est super important parce que ça permet pas de se préparer et d'anticiper sa propre mort ou même la mort d'un proche, mais en tout cas d'avoir un rapport avec plus de proximité et donc de douceur. Je sais pas si c'est un truc que tu partages. Ouais, moi je sais que je vis chaque journée, mais ça c'est aussi le la joie, parce que j'ai pas d'autre mot qui me vient, la joie d'accompagner les personnes en fin de vie, c'est que ça donne une perception de la vie qui est beaucoup plus aidante. Parfois, je vais même jusqu'à dire que les personnes qui me disent c'est incroyable d'accompagner les gens en fin de vie, des fois je dis c'est un peu égoïste. Il y a un côté un peu égoïste parce que vraiment ça me met sous les yeux la fragilité de la vie, ça me met sous les yeux à quel point tout peut arriver n'importe quand. Et c'est pas quelque chose qui me fait peur, c'est quelque chose qui me fait vivre justement. Vivre vraiment au sens où chaque journée qui passe, je fais en sorte de quand quelque chose se manifeste, est-ce que ça me fait joie, est-ce que j'en ai envie, et surtout, de ne pas avoir de regrets et d'effectivement finir chaque journée. L'idée, c'est que chaque journée est la dernière. C'est ça. La mort rend vivante, en fait. C'est ça, en fait. C'est assez fou. Alors après, ça veut pas dire que ça n'a pas demandé quand même un travail quelque part, parce que pour en arriver là, forcément, j'ai quand même eu un parcours qui a été assez difficile. On peut pas dire autrement que comme ça, du coup. Donc ça s'est pas fait entre guillemets. Je me suis pas réveillée un matin avec une vision comme ça aussi sereine de la mort et de la vie, clairement. On est d'accord. Et ça montre encore une fois le chemin, qu'il y a tout un chemin, un processus. Tu parlais de mu. Moi, j'aime bien la métaphore du papillon aussi, avec la larve, la chenille, etc., cette métamorphose, mais ça demande aussi du temps. Il y a cette notion de temps qui est importante et d'utiliser ce temps pour, entre guillemets, en faire quelque chose plutôt que juste le laisser passer. Et comme tu dis, ce travail, et c'est un travail de tous les jours. Enfin, moi, je sais que c'est comme ça que je le vois, de méditer sur cette mort sans forcément être en tailleur, les yeux fermés. Il y a plein de façons pour moi de méditer sur la mort, mais ça en fait partie. Et du coup, on a parlé un peu des regrets, tu parlais des personnes en fin de vie. Je sais que tu dois en entendre pas mal, mais quels sont peut-être... pour montrer que la mort peut rendre aussi vivant ou vivante et qu'elle peut être inspirante, quels sont un peu les principaux regrets que tu peux entendre des personnes en fin de vie? Souvent, on revient sur les mêmes thématiques, entre guillemets. C'est même... des fois, ça me fait même un peu de la peine parce que vraiment, c'est pour ça qu'effectivement, quelque part, je l'aime ta question parce que c'est quelque chose que je prône beaucoup. Même si je suis convaincue que tant qu'on l'a pas ressenti soi-même, c'est difficile de le mettre en pratique. Mais très souvent, c'est le boulot. J'ai trop travaillé. J'ai pas pris assez de temps et vraiment moi je dis souvent aux gens évidemment que pour faire des projets on a besoin d'argent, on va pas se mentir, on a besoin de travailler. Mais je dis souvent aussi le boulot on s'en fout en fait. C'est pas ça qui compte parce que justement quand on arrive à la fin, c'est pas au boulot qu'on a envie de penser, c'est pas ça qui va rester le plus. Donc la proportion de on va dire vie perso, vie professionnelle, cet équilibre là souvent ça revient. Vraiment, j'ai trop travaillé. Et puis, de pas réaliser ses rêves. C'est souvent qu'on fait un peu, on va pas dire des listes, mais tu sais qu'on a cette espèce de wish list un peu en tête de ce qu'on aimerait faire et des choses qui nous font joie et on n'a jamais le temps. Ou on se dit à l'inverse, j'aurai le temps plus tard de le faire. Mais parfois on le prend pas. Moi, j'ai fait, tu vois, j'ai fait une conférence là le week-end dernier où on a abordé ce sujet-là à un moment donné. Et quand cette question-là, elle est venue, évidemment que, par exemple, si tu veux partir, je sais pas moi, en Nouvelle-Zélande, t'as besoin de travailler pour avoir un peu de sous. Bon, évidemment, tu peux pas claquer des doigts et faire tout ce que t'as envie non plus. Mais juste si t'as envie de partir en Nouvelle-Zélande,
va en Nouvelle-Zélande. Je veux dire, ça peut paraître hyper simpliste, mais les gens qui sont en fin de vie disent j'aurais voulu faire plus de choses, j'aurais voulu faire ça, et j'ai pas pris le temps de le faire. Et ça, je pense que c'est quand même fais ce que tu as envie de faire, quoi, fais ce qui te fait joie. Alors dans la mesure du possible, évidemment, mais je crois que ça compte beaucoup. Et puis le rapport à l'autre. Souvent, il y a des choses, tu vois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Je peux pas aller au lit si je suis pas au clair avec tout le monde. Donc, que ce soit si je t'aime ou si je t'aime pas, les choses sont dites. Il n'y a pas de surprise. Parce que des fois, quand on arrive en fin de vie, et ben, tout d'un coup, il y a le regret de j'aurais voulu lui dire ça ou j'aurais pas voulu dire ça, justement. En tout cas, il y a quelque chose qui est pas réglé, du coup. Donc, moi, dans ces cas-là, si j'interviens sur la fin de vie, j'essaye d'apaiser cette partie-là, quitte à prendre contact avec la personne, justement, avec qui il y a une anicroche, avec qui il y a quelque chose, pour que tout le monde se sente serein, pour pas que ça donne, et ça je pense que tu connais, pour pas que ça donne dans le deuil ce regret, cette culpabilité, ce truc un peu lourd qui peut venir se manifester. Mais ça revient aussi souvent. C'est pour ça, moi je dis, si t'as quelque chose à dire à quelqu'un, dis-le, même si c'est pas, même si c'est pas négatif, mais même si c'est exprimer un sentiment un peu moins d'amour et un peu plus de mais dis-le, quoi, juste ça fait partie de la vie aussi, quoi. Bah c'est ça. Donc je pense que ça aide. En tout cas, c'est les 3 choses qui reviennent le plus souvent. Par rapport au temps, c'est marrant, mes parents avaient un espèce de triangle avec un cadran solaire quand j'étais gamine. Et il y avait cette phrase et elle m'est revenue et je me vois encore gosse regarder cette phrase avec cette sculpture-là. Quand tu parlais, c'était, alors je suis pas sûre de la phrase exacte, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai mémorisée. Prends le temps avant que la vie te prenne. Et je trouve que ça illustrait exactement ce que tu disais, où ben oui, c'est finalement parfois sur notre ligne mort où on se dit, merde, j'aurais dû prendre le temps. Mais là, ben, pour le coup, parfois, il est trop tard quand on arrive sur notre ligne mort. Et du coup, ça me fait écho à quand on a parfois 30, 35, 40 ans. Ouais, mais il est trop tard, je peux plus faire ça, ou j'ai l'âge, etc. Mais alors peut-être qu'on le fera pas comme on l'aurait fait à 20 ans, mais ça nous empêche pas de le faire et d'une manière différente et de se mettre encore une fois en chemin, en mouvement. Ça peut demander un peu de temps, comme pour remettre un peu ce rapport au temps dans la discussion, mais ça peut demander du temps, mais c'est ok. En fait, l'important, c'est juste que vous atteigniez votre rêve, votre objectif, ce qui vous fait du bien. C'est la dynamique qui fait Exactement. Que c'est ok. Eh oui. Parce que moi, tu vois, j'ai des gens qui me... et au début, c'était un discours que je laissais dire, et puis maintenant, pas du tout, parce que je trouve que les mots sont pas adaptés. Le fait de faire de l'itinérance avec le camion, donc j'ai aménagé le camion pour pouvoir proposer, parce que vraiment, c'était important pour moi de faire ce que moi, j'appelle une mise à disposition. Donc vraiment pour que les personnes qui sont en fin de vie, quand il y a besoin d'un accompagnement à la maison, que je puisse me déplacer. Et donc, je dis aux gens, je me gare devant chez vous. C'est un peu intrusif, mais en général, les gens sont contents. Je me gare devant chez vous. Et en moyenne, je reste 3 jours et 3 nuits. Le but étant d'être vraiment à disposition. C'est-à-dire que si on m'appelle, je suis dans mon camion, je bouge pas. Et on m'appelle et je n'ai juste à sortir du camion et je suis là, quoi. Donc, je l'ai fait pour ça. Et je l'ai aussi fait parce que c'est une vie que j'aime. J'aime, moi, la vie nomade, j'aime vivre en camion, j'aime être dehors, j'aime aller couper du bois. Bon, voilà, je suis pour ça, j'aime beaucoup ça. Et c'est arrivé souvent au début que les gens me disent « t'as de la chance ». Et au début, c'était OK. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à dire « ben, c'est gentil, hein ». Mais non, en fait. C'est juste qu'à un moment donné, dans ma liste à moi de vie, il y avait cette envie qui est là depuis de nombreuses années de vivre en camion et d'avoir cette possibilité-là de mouvement. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, ben, si tu dois mourir demain, vraiment, ça m'embêterait, quoi. Je serais pas d'accord avec le fait de pas avoir pu le mettre en place. Donc, j'ai démarré cette démarche-là qui a pris du temps parce que ça m'a demandé du temps, ça m'a demandé de l'argent, donc il a fallu travailler, il a fallu l'aménager, donc acheter le matériel, ça a été tout un process qui s'est pas fait en un claquement de doigts et donc qui n'est pas une histoire de chance, qui est une histoire plutôt de moyens que j'ai voulu me donner pour que je puisse justement aboutir ce projet-là. Mais je serais morte avant l'aboutissement du projet quelque part. C'était quand même, ça aurait quand même été ok parce que j'aurais été en cours de projet. Donc de mois à mois, c'était plutôt ok, quoi. Ouais, et je te comprends carrément parce que j'ai vécu aussi cette vie de saisonnière, de nomade en camion. Je sais même pas si on en a parlé en off. Non. Non, j'allais dire, il me semble pas. Non.
Et c'est ce que je trouvais aussi génial dans ce que tu partageais. D'ailleurs, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus de, bah voilà, comment ça marche, comment ça fonctionne, si éventuellement, parce que Ouais. du coup, tu vas sur toute Je la sais France. je sais que ça a été une vraie réflexion de me dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que géographiquement on essaye de faire quelque chose d'un peu sensé? Et puis en fait non, il y a aucune la seule on va dire que la seule donnée qui peut me faire dire oui ou me faire dire non, ça va être où est-ce que je suis quand on m'appelle. Bien sûr. Évidemment, parce que si je suis donc en Bretagne par exemple et que je suis en présence déjà en train de m'occuper de quelqu'un et qu'on me dit il faut venir dans le Doubs, oui, mais non. Enfin, je veux dire matériellement, Ouais. ça se fait pas. Je suis pas comment elle s'appelle. Je suis pas Mimi Mati. Donc même si j'ai une sacoche de laquelle je sors plein d'outils et plein de trucs fantastiques, je peux pas claquer des doigts et me retrouver de l'autre côté de la France. Ça marche pas. Ça serait trop Mais stylé. j'adorerais. J'ai aucune limite géographique. Par contre, je crois que c'est important quand on accompagne en fin de vie d'être humble et de connaître sa limite. Ça veut dire pour moi être capable, selon la situation qui va m'être proposée, de dire non si je me sens pas les épaules. Parce que parfois, on est des êtres humains, donc on a un vécu. Et donc parfois, il y a des situations qui viennent faire un écho à l'intérieur de nous qui marchent pas. Où on sent tout de suite que ça va pas être, on va pas être de qualité entre guillemets. En tout cas, ça va donner quelque chose de biaisé et ça le fait dans le deuil aussi. Alors, dans le deuil, ça m'est jamais vraiment arrivé, mais sur la fin de vie, ça m'est déjà arrivé de me dire ok là, sur le papier pourquoi pas, mais dans la pratique non. Ça vient à moi me faire travailler quelque chose qui est pas ok, et donc j'estime que c'est une vraie qualité ça pour moi parce que j'estime que ça va pas être ok pour la personne en question, et puis moi ça va pas m'aider non plus. C'est ça. Donc dans ces cas-là, je donne le relais. Ouais, c'est pour moi un peu autant la personne choisit son thérapeute ou son accompagnant que le thérapeute, l'accompagnant choisit aussi la personne avec qui il va travailler. C'est ça. Et c'est important justement de pouvoir poser ses limites, de savoir se dire, alors déjà en tant que personne, mais en tant que professionnel, ben ça c'est ok pour moi, et là ça va trop loin. Peut-être plus tard, peut-être que entre temps j'aurai eu le temps de travailler ces choses-là et que plus tard ce sera ok. Mais aujourd'hui c'est pas ok pour X ou Y raison, mais qu'importe, c'est pas grave, ça nous apprend des choses sur nous aussi au passage. Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est parfois aussi les questions que des proches peuvent se poser par rapport à une personne, un proche qui est en fin de vie, et de se dire, ben, je sais pas ce qui est ok ou pas pour moi, je sais pas ce que je peux faire ou pas faire. Est-ce que c'est des choses que tu vois aussi dans les accompagnements, parce que du coup tu es avec la personne elle-même, mais tu es aussi, j'imagine, avec son entourage. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de nous partager là-dessus? Ben, moi, ce que j'aime, c'est un peu étrange, mais c'est devancer les questions. En fait, si on est hyper transparente, je ne fais que guillemets, les gens voient pas les guillemets, mais guillemets, je ne fais que comment dire, proposer ce que moi j'aurais voulu avoir à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a mon expérience professionnelle, mais qui est sur une base de mes perceptions et de ce qui pour moi a manqué à un moment donné dans mon parcours personnel. Et donc ce que j'aime quand j'interviens quelque part, c'est déjà m'occuper de tous les acteurs de la scène, parce que je pense que ça a une vraie importance, parce qu'une personne en fin de vie se sentira pas bien si son proche n'est pas bien, et le proche ne va pas se sentir bien si la personne en fin de vie n'est pas bien. Donc pour moi, c'est une vraie dynamique de groupe, entre guillemets, et être à l'écoute, mais anticiper les questions, parce que très souvent, quand on est vraiment sur, je parle au sens stricto sensu, la fin de vie, vraiment, on y est, quoi. C'est maintenant, quoi. Il y a des manifestations dont on n'a pas forcément connaissance et qu'on ne pense pas à, on questionne pas sur ça parce qu'on a la tête dans le guidon. Et donc, à aucun moment, c'est des questions qui viennent à l'esprit. Et moi, je crois que c'est important, quand on a ces réponses-là, de les donner avant que la question soit posée, pour faire en sorte que le moment où ça va se manifester, parce que 85% du temps, ça se manifeste, la personne, elle est moins de surprise, que ce soit moins violent. Je te dis ça, par exemple, sur les étapes de l'agonie, qui sont finalement peu verbalisées, alors qu'elles sont là, et que on n'est pas, moi je dis souvent, on n'est pas dans un Disney, j'adorerais, hein, mais le dernier souffle, alors il y a un dernier souffle, hein, mais qui n'est pas du tout de l'ordre, tu sais, du soupir
super serein et super, super détendu. Il y a quand même bien d'autres étapes dans l'agonie. C'est pas non plus la même couleur de peau. Il y a des pauses respiratoires qui peuvent être assez flippantes. Il n'y a pas d'autre mot quand on le sait pas. Si on le sait, c'est un peu comme le pré-deuil. Si on le sait, on a cette capacité cérébrale de se préparer. On se dit, ok, Noémie l'a dit, donc le moment où ça arrive, quelque part, c'est un peu moins surprenant. Et puis c'est... un peu plus serein. Ouais, c'est ça. Puis c'est l'hydratation, et puis c'est toutes ces questions. C'est des questions, par exemple, très souvent, quand tu es sur une fin de vie, il y a plus de... Ça arrive assez souvent qu'il n'y ait plus de transit. Finalement, il n'y a plus rien qui sort, en fait, parce que les organes sont en train de lâcher les uns après les autres, et donc ça fait sens. Mais c'est très questionnant quand tu es le proche, de te dire... par exemple, tu changes une protection et il n'y a rien dans la protection. Ça fait peur. Tu te dis, c'est pas normal. À un moment donné, il doit y avoir des urines, il doit y avoir quelque chose qui se passe, quoi. Et en fait, non, parce que quand tu es sur une fin de vie, alors c'est pareil, ça ne se manifeste pas à chaque fois, mais ça peut arriver quand tu es sur une fin de vie qu'effectivement, il se passe rien. De la même manière qu'il peut y avoir des variations de température qui ne sont pas du tout liées à la température, sous-entendu Celsius du corps. Ça n'a rien à voir. Tu touches le corps, tu as l'impression que la personne, elle a peut-être, 42 de fièvre tellement elle brûle de chaleur. Si tu lui prends la température, elle a une température qui est normale. Et dans les 10 minutes qui suivent, elle va devenir gelée. Et ainsi de suite. Et ça, c'est pareil, c'est juste le corps qui arrive en bout de course et qui, du coup, extériorise des choses de cette manière-là. Si tu le sais pas et que tu ne penses pas à poser la question, ce qui se comprend, à quel moment ça fait sens. Personne ne pense à poser ces questions-là. Et donc, le moment où ça se manifeste, tu paniques. Et donc, si tu paniques, la personne en fin de vie, même si elle est inconsciente, sent qu'il y a de la panique et donc panique aussi. Et donc, tout le monde panique. Et du coup, le résultat est pas top. Donc, j'aime anticiper ça. Beaucoup. Ouais, finalement, tu viens fournir des points de repère aussi pour que la personne, enfin les proches, l'entourage puissent savoir ou en tout cas percevoir et dire ok, ça veut peut-être dire ça, ou je sais ce que ça peut signifier, c'est ok, j'ai pas besoin de m'affoler ou de paniquer, ça fait partie du coup du processus. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de la formation de dernier secours. Non. Ça te dit rien? C'est un peu comme les premiers secours, mais à l'inverse, que ce soit pour aider une personne qui a un problème, les derniers secours, c'est justement pour accompagner à la fin de vie. Et c'est des formations en fait qui sont gratuites, bénévolement. Alors c'est pas forcément à destination des professionnels, c'est pas une formation qui est certifiante. C'est plus justement d'avoir ces points de repère dont tu parles sur la fin de vie. Qu'est-ce que c'est? Comment on peut accompagner les personnes en fin de vie? Donc je le mettrai aussi dans le lien de la description si vous vous reconnaissez là-dedans. Et je pense que ça peut peut-être aussi servir toi à des clients ou à des clientes de ton côté. Je te l'enverrai. Oui, parce que ça rassure vraiment. Il y a un côté plus doux à nouveau quelque part, moins soudain, moins brutal. Vraiment, je trouve que et ça complète la mise à disposition. Parce que si tu veux, dans le principe de mise à disposition, ça arrive aussi que c'est très ponctuel, presque les moments où je sors du camion. C'est-à-dire qu'on m'a déjà dit, par exemple, c'est juste le fait de savoir que vous êtes devant. Il y a quelque chose qui est plus tranquille finalement, et donc ça les rassure. Et du coup, ça va être des moments où il se passe des petits détails comme ça, des petites manifestations comme ça, où les gens se questionnent et donc ils m'appellent et donc je viens, je constate, parce qu'il n'y a rien de médical dans la doula de fin de vie, donc il n'y a aucun acte médical à aucun moment. Je constate et j'explique à la personne, je pose des mots et entre guillemets, des fois ça dure 5 minutes et je repars dans mon camion en fait. Juste dans l'instant, il y a quelque chose qui fait paniquer. Il y a besoin de quelqu'un pour faire redescendre la pression. Et puis très souvent, il y a besoin de quelqu'un qui peut juste accueillir toutes les joutes verbales. Parce que des fois, on a juste besoin d'avoir quelqu'un où on peut péter les plombs une bonne fois pour toutes là. Et puis ça change pas le fond, mais ça soulage quelque part et ça aide à repartir pour un tour. On va dire ça comme ça. Ouais, ça permet d'exprimer, de décharger. Et tout à l'heure, tu donnais plusieurs exemples avec le souffle, la température, etc. J'ai un côté spirituel qui est important pour moi et qui me tient à cœur. Et notamment dans le chamanisme, on parle de l'extinction en fait des 4 éléments. L'eau qui est représentée par les lymphes, par le sang, l'air avec le dernier souffle, le feu avec la température, etc. Ouais, tout à fait, c'est ça. Ouais. Et en fait, encore une fois, chacun a sa propre
carte du monde, je vais le dire comme ça. Mais c'est beau enfin voilà, ça m'a fait sourire d'avoir ce parallèle-là. Et encore une fois, chacun peut prendre la métaphore qui est importante, mais c'est d'avoir des points de repère et de pouvoir mettre une certaine forme de compréhension. Et c'est aussi ça sur la mort. Je pense que, et c'est une question que j'avais envie de te poser, est-ce que dans les personnes que tu accompagnes en fin de vie, est-ce que derrière tu as un retour peut-être de certaines personnes de l'entourage une fois que cette personne est décédée, avec une notion d'apaisement peut-être ou de plus de sérénité? Ça enlève pas encore une fois la tristesse, etc. Mais quelque chose qui est plus doux peut-être dans le deuil, le fait d'avoir eu un accompagnement de fin de vie. Souvent, c'est de la gratitude. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose... on en revient là, mais il y a quelque chose de plus doux. Donc, moi, c'est ce que j'aime aussi dans le fait de faire ce métier qui... Des fois, quand je dis métier, ça me paraît fou parce que c'est bien au-delà de juste un métier, du coup. Mais c'est ce que j'aime dans le fait de pouvoir être présente avant, pendant et après. Parce que je pense que ça compte pour le deuil, pour éventuellement la complexité du deuil, que la fin de vie ait été un peu plus apaisée. C'est aussi pour ça que je le fais. Parce que on a tous autour de soi un exemple d'une personne ou de quelqu'un qui a vécu quelque chose de fort au niveau de la mort en soi, et on voit que le deuil est beaucoup plus difficile derrière. Donc l'idée, c'est vraiment, moi je dis souvent, c'est comme si je viens chez toi et je mets de la ouate partout, je mets du coton partout. Je peux pas changer ce qui va se passer. Par contre, je peux faire en sorte que le souvenir associé soit moins rêche, en fait. C'est ça. Et ça compte, du coup. Et c'est beau. Enfin, moi, je trouve ça beau. Malgré la difficulté de l'événement, voilà, qu'on sait qu'il se passera tous à un moment ou à un autre, mais ça reste beau, moi, je trouve, de mettre de la douceur dans cet événement. Et c'est pas mettre des paillettes sur quelque chose qui est triste. C'est juste, dans tous les cas, ça va se passer. Alors, si on peut l'accompagner avec un côté plus de douceur, vraiment, je crois que ce sera le mot de l'épisode. Je vais appeler l'épisode la douceur. Mais c'est vraiment ça. Et du coup, ça me donne envie, on en a déjà un petit peu parlé, justement, comment la mort de l'autre peut aussi nous apprendre sur notre vie. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie de partager en plus, justement, quoi la mort de l'autre? Enfin, moi, je sais que d'expérience personnelle, le décès de mon père m'a énormément appris sur moi, et il y a eu un shift entre celle que j'étais avant et celle que j'étais après. Est-ce que c'est ton cas? Si tu as envie d'en parler personnellement, c'est OK? Ou est-ce que c'est des choses que tu vois aussi quand toi, tu accompagnes le deuil ou la fin de vie, ou pas forcément? Alors, c'est rigolo parce que, tu sais, moi, je suis très tournée vers la spiritualité quand même, vers le bouddhisme, vers le soufisme, vers toutes ces choses-là, sans qu'il y ait de... Chacun, voilà, moi je pars du principe que j'aime les gens comme ils sont, donc chacun a sa perception des choses du moment que ça lui fait du bien et du moment que c'est OK. Mais ce précepte d'instant présent, qui, soyons un peu vulgaires, fait quand même un peu chier tout le monde, hein, on va pas se mentir. On est d'accord sur la théorie, mais enfin en pratique, c'est pas toujours très très évident à mettre en place. Et finalement, je sais que moi, donc j'ai accompagné par exemple mon épouse en fin de vie. Et le cadeau ultime, il a été là. C'est-à-dire que, et j'ai vraiment j'ai le souvenir très précis de à quel moment ça a switché. Je peux te dire où j'étais dans la maison, je peux te dire vraiment, j'ai tous les détails de cette scène-là où je comprends à un moment donné le principe. Il y a une espèce d'empreinte qui vient se faire à l'intérieur de moi où je me dis OK, je comprends la définition d'instant présent parce que je réalise que si je pense à hier, j'ai de la peine parce que du coup j'étais focalisée sur ce que nous n'aurions plus, alors que ça n'existe plus de toute façon puisque c'était hier. Et si je pense à demain, j'ai de la peine puisque du coup je ne sais pas si elle sera encore là ou pas. Et en plus, de toute façon, demain n'existe pas. Et donc je me rends très vite compte que pour que je puisse être plus ou moins sereine, tout est relatif, hein, à partir du moment où son épouse a une maladie, bon, on n'est pas non plus, on respire pas la joie toute la journée. Mais tout d'un coup, il y a quelque chose de très apaisé quelque part, parce que à chaque fois que mon esprit avait tendance à dévier sur hier ou sur demain, je récupérais la pensée et je me disais OK, là dans l'instant elle est là, c'est tout ce qui compte. Ouais. Le reste n'existe pas, dans l'instant elle est là. Et ça, c'est quelque chose qui s'est ancré à l'intérieur de moi et qui fait que maintenant, oui, je peux dériver parce qu'on est des êtres humains, donc il y a des moments où on dérive, mais c'est quand même assez rare. C'est quelque chose qui est vraiment resté ancré de
Tu vois, là, ce matin, typiquement, j'ai une amie au téléphone. On était en train de prévoir ce week-end le salon du bien-être à Bordeaux. Elle me dit du coup à quelle heure, comment, quoi. Et je lui dis je sais pas parce qu'aujourd'hui c'est vendredi et du coup c'est difficile pour moi de prévoir. Je dis on peut prévoir, mais je peux pas te dire. On verra sur le moment quoi comment ça se passe. C'est quelque chose qui est resté et ça c'est hyper aidant au quotidien. Ça rend la vie plus facile, en fait. C'est ça. Moi, je le relis souvent au concept d'impermanence. Que bah oui, en fait, la seule chose qui existe, c'est là maintenant. Bah oui, c'est ça. Et je l'ai déjà dit dans des épisodes, ça tombe, cet épisode ne sortira jamais pour X ou Y raison parce qu'on ne sait jamais. Déjà, on a eu du mal à l'enregistrer. Comme quoi, on devait l'enregistrer à 2 reprises, ça s'est pas fait. La 3e fois, c'est la bonne, s'il va jusqu'au bout, logiquement. Mais c'est vraiment, instant présent et impermanence. Et du coup, je trouve que c'est là où je dis que la mort rend vivante et que moi, je trouve que la mort nous apprend énormément sur nous-mêmes et sur la vie. Et en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire de cet instant-là qui ne durera pas et qui existe que maintenant. Et donc, ça le relie aussi à la joie, comme tu le disais tout à l'heure. Comment je mets de la joie? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça vibre pas? Ouais. Et si ça vibre pas, pourquoi je vais m'embêter à aller suivre cette chose-là? C'est ça. Alors que je peux aller suivre mes rêves pour ne pas me retrouver sur mon lit de mort et me dire, oh, zut, j'aurais voulu ou j'ai pas dû ouais, c'est ça. Tu sais, c'est une question que je me pose vraiment les gens au quotidien. Puis j'ai tendance à parler un peu toute seule souvent quand même à voix haute. Je veux dire, j'ai pas de problème avec ça. Et je me pose souvent cette question quand il y a vraiment cette question peut-être 10 fois par jour. Ok, Noémie, est-ce que ça te fait joie? Vraiment, c'est-à-dire que regarde à l'intérieur, est-ce que c'est quelque chose qui te fait joie? Et si ça te fait pas, alors il y a forcément des choses qu'on fait parce qu'il faut les faire. Mais ça compte, quoi, juste de se demander est-ce que t'en as envie, oui ou non. Et si c'est oui, fais-le. Et si c'est non, qu'est-ce que ça vient faire travailler à l'intérieur de toi et de quelle manière tu peux faire autrement pour que tu bascules sur quelque chose qui justement te fait joie, quoi. Je trouve que c'est assez fantastique de voir la vie comme ça. C'est beau quand même parce que finalement, c'est exactement la dynamique avec laquelle j'ai lancé ce podcast. C'est que on a beau être sur un podcast qui parle de la mort et du deuil, qu'on associerait plus à la tristesse, à sortir les mouchoirs et puis venez, on va pleurer, et dans lequel on parle de douceur, de sérénité, et on finit en parlant de la joie, tu vois. Et je trouve ça magnifique. Parce que c'est les deux. C'est ça, en fait. Tu sais. Les deux faces d'une seule et même pièce. Ouais, et puis accompagner les gens, souvent, quand tu dis que tu accompagnes les personnes en fin de vie, ils se disent, soit c'est glauque, soit c'est triste, soit c'est. Et moi, c'est quand je côtoie la mort, quand je touche la mort, que je vis les plus beaux moments de lumière et de joie, en fait. C'est difficile à expliquer, mais il y a quelque chose de. Oui, c'est triste. C'est pas la question, évidemment que c'est triste. Mais je sais pas, c'est un moment de vie. Ouais. Au sens le plus pur, quoi. Donc c'est assez. Et c'est beaucoup de rire. Ça peut paraître fou, mais c'est beaucoup de rire en général. Parce qu'il y a besoin de cette décharge-là aussi et parce que j'aime amener aussi les choses comme ça. Donc effectivement, la mort, pour moi, elle est absolument pas associée à quelque chose de triste. Au contraire, elle est plutôt associée à la vie, en fait. Bon, ça fait une belle conclusion. Je voulais vraiment te remercier pour cet échange où je pense qu'on avait toutes les deux le smile. C'était vraiment super agréable de pouvoir avoir cette discussion avec toi. Est-ce que déjà il y aura tous tes liens qui seront en description pour que les personnes puissent te retrouver n'importe où en France avec ton camion. Rien que ça, j'adore l'idée, le concept et cette aventure. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de me partager? Non, juste que prenez soin de vous et puis profitez de la vie. Surtout, quand même. Merci beaucoup, Noémie. Merci à toi. À très vite. Oui, à bientôt. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Si vous ressentez le besoin d'être soutenu et accompagné dans votre processus de deuil, nous pouvons en discuter directement lors d'une séance découverte gratuite. Les liens sont en description. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.